Salut les tondeuses, c'est la praline, on se retrouve pour le 9e journal de la F1. Allez, c'est parti! On se retrouve pour parler du Grand Prix de Barcelone. Ensemble, on va voir pourquoi ce Grand Prix est toujours un Grand Prix charnière. On verra ensuite les essais, les qualifs et la course. À la fin de la vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Le Grand Prix de Barcelone est souvent considéré comme un Grand Prix charnière. Pourquoi? C'est très simple. Déjà, on revient en Europe. Donc les usines ne sont pas très loin, c'est toujours plus facile au niveau logistique de faire amener des nouvelles pièces, etc. Le championnat, il a commencé depuis suffisamment longtemps pour que les écuries aient eu le temps de développer de nouveaux concepts. Donc on a une grosse arrivée, une arrivée massive d'updates sur les voitures. Ça crée aussi ce moment charnière. C'est un circuit que les pilotes comme les ingénieurs maîtrisent. C'est un circuit qui a servi souvent d'essais hivernaux. On a beaucoup de données et on le connaît parfaitement. C'est pas le même enjeu qu'à Miami où tout le monde découvrait le circuit. Là, c'est un circuit maîtrisé. À partir de là, c'est un très bon étalon. C'est un très bon moyen de se tester vis-à-vis des autres et vis-à-vis des données précédentes. Le circuit de Barcelone nécessite de l'appui, mais pas de l'appui simple et bête, parce que les virages sont faits d'une certaine façon, il faut que le châssis travaille correctement et que l'appui soit efficace. C'est pour ça que c'est aussi un tracé qui est très bon pour faire un état des lieux, on va dire des puissances en action, pour savoir un petit peu où sont les bons côtés et les mauvais côtés des voitures. Bref, c'est le premier rendez-vous avec un réel enjeu, parce qu'en général, ce qui se passe à Barcelone donne le ton jusqu'à la trêve hivernale de cet été. On attaque le week-end de Grand Prix avec les essais libres. Les 3 séances se sont bien déroulées. Globalement, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, puisque les pilotes connaissent très bien le circuit, particulièrement bien le circuit, les écuries aussi, il n'y a pas d'énormes surprises, il n'y a pas de grosses sorties de piste. Quoi qu'il arrive, le circuit est d'ailleurs bien fait, puisque les sorties de piste finissent rarement dans un mur. Donc voilà, on a quelques petits houplas, quelques petites approximations, mais globalement, les pilotes ont été très studieux. Ils se sont plutôt contentés d'apprendre à piloter ces nouvelles voitures sur ce circuit qu'ils connaissent déjà bien. L'effet de sol, ça change la façon dont l'appui est distribué sur la voiture et ça change une forme de façon de prendre les virages. Ça change un petit peu tout ça et voilà, c'est le temps de prendre ses marques et d'essayer de trouver le bon équilibre sur la voiture entre trop d'appui, pas assez, de la vitesse, du châssis, une voiture qui veut de l'avant, de l'arrière, etc., etc. Donc les pilotes ont été très studieux, ça s'est bien passé, il faisait chaud. On a vu que les moteurs commençaient à avoir des petits soucis par-ci par-là et quelques autres endroits. Voilà, on sent qu'on arrive à un moment où les voitures commencent à vraiment exploiter leur potentiel et arriver un petit peu à leur limite. Samedi après-midi, premier gros rendez-vous du week-end, les qualifications. Alors c'est parti. Les qualifs se passent très bien, Q1, Q2, ceux qu'on attend sont au rendez-vous. Pas de grand chose de notable à souligner. Donc ça se passe bien jusqu'en Q3. En Q3, les pilotes vont faire 2 runs. Un run en début de Q3 et un run en fin de Q3. Donc sur ces 2 tours, ils auront 2 tours pour se placer sur la grille. C'est toujours des moments très tendus puisque par définition, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et là, lors du premier run de Charles Leclerc, on assiste à ça. Et ça, alors là, d'un coup, ça tend tout le monde. Là, chez les rouges, chez Ferrari, d'un coup, on sent tout le monde qui se met un peu sur des œufs. Leclerc commet une erreur au mauvais moment. Et en ce moment, on sait qu'il est en délicatesse avec ce sujet. Il lui est arrivé des petites péripéties en course. Il a même fait une erreur avec les F1 classiques. On en a suffisamment parlé dans les médias. Voilà. On sait qu'il est un petit peu attendu au tournant. Et lui, il sait aussi qu'on est un petit peu tous en train de le regarder. Et là, le premier run de Q3 qui finit en tête à queue, ça peut être très dommageable. On va voir comment Ferrari va réagir. Verstappen, lui, pour son premier run, il n'a pas cherché à comprendre. Il est devant, tout se passe bien. Pour le deuxième run, Leclerc est impérial. Il vient choper un chrono à plus de 3 dixièmes d'avance. Il met tout le monde d'accord et on attend que Verstappen réplique. Sauf que Verstappen, au début de son tour de qualification, il a un problème technique. La voiture coupe. Brrr, plus de puissance. Il ne peut pas effectuer son tour. Il partira deuxième. Leclerc premier, Verstappen deuxième, Sainz troisième, c'est Russell qui fait la bonne opération et qui vient s'intercaler entre Sainz et Perez en 4e place. Perez partira 5e et Hamilton 6e, c'est-à-dire que encore une fois, il part derrière Russell et au niveau des chronos, il y avait quasiment 4 dixièmes d'écart entre les deux.
C'est assez énorme et c'est toujours assez incompréhensible. On notera quand même que les Mercedes ont enfin réglé une partie du problème du marsouinage. Les voitures en ligne droite sont beaucoup moins instables, elles sautillent beaucoup moins. Ça doit changer la vie des pilotes parce que rien qu'au niveau de leur nuque et de leur dos, ça doit vraiment être un confort de pilotage. Et surtout, on voit une voiture qui est quand même plus efficace, plus incisive et bien plus rapide. Cette fois, on y est dimanche après-midi, le moment du départ, une chaleur accablante, une pression insoutenable. On vit le départ ensemble. Globalement, les pilotes sont très safe. Statu quo entre Leclerc et Verstappen, pas moyen de trouver la faille. Sainz rate son départ et glisse en 5e place. Russell en profite pour se placer 3e. Et Perez se retrouve 4e. Ça, c'est le départ, c'était propre. Cette année, on a affaire à des départs d'une très bonne qualité. Vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est pas toutes les années comme ça. C'est beau à voir. On sent qu'il y a de la maîtrise un petit peu partout sur le plateau. Le plateau est de très bon niveau, c'est bon signe. Il aura quand même pas fallu attendre longtemps pour voir la première erreur. C'est Magnussen qui vient harponner Hamilton ou Hamilton qui va harponner Magnussen. C'est très difficile à dire, honnêtement. Là, je vous laisse juger. En vrai, c'est un fait de course. Je pense que les deux auraient pu mieux faire. Le résultat, c'est une double crevaison pour les pilotes. Et là, quelque chose qui me scotche, moi, devant ma télé. Je suis là et j'hallucine. J'entends Hamilton prendre la radio pour dire au stand « On ferait mieux d'abandonner. De toute façon, il n'y a rien à jouer et sauvegarder le moteur pour la suite, blablabla. » Ça, c'est un commentaire qui, pour moi, n'est vraiment pas anodin. Un pilote de cette trempe-là, normalement, n'abandonne pas. Vous pouvez mettre Verstappen dernier avec 6 tours de retard, il va quand même essayer de changer les strades pour gagner. C'est l'essence même du pilotage. Je pense qu'Hamilton est sur une très mauvaise pente et ce genre de message radio, il y a des chances qu'au niveau de la communication de l'écurie, on lui dise non mais ça faut plus le dire par contre. Parce que sponsoring, image de marque, enfin tout prend une grosse claque avec ce genre de raisonnement et ce genre de lassitude finalement. Alors on comprend, il est plus premier, il joue pas le titre pour le moment. Mais pour autant, c'est pas aussi simple que d'abandonner quand on se fait accrocher dans le premier tour. C'est pas comme ça que ça marche. Au tour numéro 7, on assiste à ça. Sainz vient rater son freinage au virage numéro 4, le même virage que pour Hamilton et Magnussen tout à l'heure. Et alors là, il part en tête à queue, il finit au fin fond du bac à gravier. Ce bac à gravier là, il est géant. Pour en sortir, c'est une plaie, ça met 10 plombes, on met des graviers plein la voiture. Enfin là, ça, c'est vraiment une grosse erreur. Encore une fois, on voit Sainz qui part à la faute. Il n'arrive pas à faire un week-end sans grosse erreur ces derniers temps. Ça commence à devenir très compliqué à gérer. Les médias ont une pression vraiment intense sur lui. Il est obligé de parler que de ça tout le temps. Si ça continue comme ça, il va finir en PLS chez les Rouges, lui. 2 tours plus tard, au tour numéro 9, on assiste à ça. Et ça, par contre, on s'y attendait pas. Même virage que Sainz, et cette fois, c'est Verstappen qui fait une erreur. Au moment où il prend les freins, on voit que l'arrière veut faire exactement la même chose que Sainz, veut passer devant. Il le maîtrise un petit peu mieux, mais à l'arrivée, il sort quand même dans le bac à sable. Il perd énormément de temps. Il ressort juste derrière Russell et Perez. Il ressort 4e, juste derrière les deux. Là, le Grand Prix change parce que Leclerc se retrouve confortablement en tête, protégé par Russell qui, malgré, on va dire, une attitude impeccable sur la piste, a moins de rythme que le potentiel des Red Bull pourrait laisser exprimer. Et là, c'est royal pour Ferrari. Verstappen bute sur Russell. Il bute sur Russell, il n'arrive pas à s'en défaire. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça nous donne lieu à des images qui sont géniales. J'ai adoré vivre ces moments-là pendant le Grand Prix. Entre les deux, c'était très beau, c'était très propre pour autant. Il n'y a vraiment aucune manœuvre qui est abusée. Russell est un parfait pilote de course à ce niveau-là. Il a vraiment toujours le bon niveau, les bons curseurs pour que ça se passe bien, mais qui ne se laisse pas faire non plus. Et franchement, la nouvelle génération de pilotes, elle a quand même un truc qui commence à nous faire dire qu'on va vivre des beaux championnats les prochaines années. En plus de ça, on a Verstappen qui souffre d'un problème de DRS. Dès qu'il veut ouvrir le DRS, il s'ouvre et clac, il se referme dans la foulée. Ça le rend fou dans la voiture parce que les stands, ils sont en train d'y parler du DRS, du DRS, du DRS. À un moment donné, il les envoie tous bouler en disant « Bon, mais ça va, j'ai compris, ça marche pas. » Du coup, après, les mecs, quand ils prenaient la radio, ils étaient sur des œufs. Ils étaient un petit peu mal à l'aise. Ça m'a rappelé la belle époque de Alonso où c'était un petit peu compliqué de lui dire les choses à certains moments. Verstappen s'est quand même repris. Il a retrouvé une forme de calme dans la foulée. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit passage là de 5-10 tours. C'était quand même un petit peu tendu. On est rendu au tour numéro 27 et je vous laisse vivre la même chose que nous.
On entend ça. Ah, l'horreur! Là, on est triste pour Charles Leclerc. Sa Ferrari a un problème technique. Il doit abandonner. C'est horrible. Il était sur un matelas. Il était bien. Il était impeccable. Il avait plus de 10 secondes d'avance. Il venait de faire son arrêt au stand qui s'était hyper bien passé. Peut-être même le meilleur arrêt de la saison. 2,2 secondes. Ça doit être pas loin en tout cas. Mais il était dans un fauteuil. Il n'y avait plus qu'à laisser rouler jusqu'à l'arrivée. Et là, la voiture qui coupe. Ça lui met une paire de boules comme ça. Mais alors, je tiens à souligner qu'après son abandon, il a fait le tour de tous ses stands pour remercier et saluer tous ses mécanos. Une tape dans le dos, on voyait qu'il était triste, mais il a fait l'effort d'aller taper dans le dos à tout le monde, de remercier tout le monde. Pareil sur le muret des stands, hein, bien sûr, il est allé jusqu'aux grandes pontes. C'est une belle image, c'est une belle attitude et c'est très bon signe. C'est-à-dire que moi, je connais des pilotes qui auraient fait leur diva. Ils seraient sortis en colère, ils auraient jeté leurs gants, leurs casques, leurs machins, ils seraient partis se mettre dans leur cool room. Non, lui, il a fait l'effort. Ben oui, on gagne en groupe, on perd en groupe. C'est ça une équipe et c'est très important. C'est très beau de la part de Charles Leclerc. Bravo. Après cet abandon, Russell perd sa place de premier au profit des arrêts au stand et de la stratégie, ce qui est logique sur le rythme. Les Red Bull sont encore bien meilleurs. Mais Perez est toujours premier. Alors il va sportivement s'écarter pour laisser passer Verstappen, qui joue clairement le championnat du monde, alors que Perez ne le joue clairement pas. Alors c'est beau. C'est beau de la part de Perez, c'est bien fait, c'est sans rechigner. On sent que ça pique un peu, c'est normal. Mais en même temps, c'est son boulot de numéro 2. Il est là pour ça, pour faire gagner des gros points à l'équipe. Ça pique, mais c'est normal. On assiste donc à un doublé Red Bull, le deuxième de la saison, alors qu'on ne s'y attendait encore une fois pas comme pour le premier. C'est une très très bonne affaire pour Red Bull qui remet Verstappen premier au classement, il repasse devant Leclerc, et Red Bull premier au classement constructeur. La charnière de Barcelone a bien eu lieu. Voilà comment s'est achevé le Grand Prix de Barcelone avec un doublé pour Red Bull et Ferrari sensiblement au tapis puisque Sainz n'a pas réussi à revenir vraiment dans le rythme, il finit au pied du podium. Russell fait une magnifique troisième place, il la mérite, il s'est encore bien battu, il a montré les bras, il a quand même lutté contre Max Verstappen, le champion du monde en titre, le champion du monde du dépassement et de l'agressivité, et là tout s'est bien passé entre les deux, c'était magnifique. Bravo Russell, son deuxième podium de la saison. Red Bull fait une très très bonne affaire, Ferrari se retrouve dans la position du chasseur. Alors on va voir si ça va mieux leur correspondre. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va pouvoir se dire que ce Grand Prix de Barcelone a été un changement, une bascule dans la saison. Comme on le dit à chaque fois, le Grand Prix de Barcelone, c'est la charnière. Voilà les tondeuses, c'est tout pour le débrief de ce Grand Prix. On se retrouve dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Monaco. Alors là, encore une fois, avec ces nouvelles voitures et cet effet de sol, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On a les voitures les plus larges, les plus longues, les plus lourdes de l'histoire de la Formule 1, avec un appui au sol qui se fait par l'effet de sol, justement, et qui a tendance à moins bien marcher que les ailerons à basse vitesse. Autant dire qu'à Monaco, ça risque d'être très compliqué. Je suis très très impatient de voir ça. On aura le droit à deux Grands Prix, soit le Grand Prix le plus ennuyeux de l'histoire de la Formule 1, soit un Grand Prix complètement dingue avec des voitures qu'il faut vraiment réussir à maîtriser. Et là, ça va vite faire le tri parmi les pilotes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, mettez des pouces, vous savez comment ça marche. On se retrouve très vite, je suis impatient, à bientôt!